Tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis midi côte est des États-Unis, 17 heures au UK, 18 heures en France pour ceux qui sont en France en ce moment. Vous êtes un peu plus de 150 à avoir pris une place pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, l'idée c'est de faire une première présentation. Donc, je vais tout de suite présenter nos experts. Aujourd'hui, on va voir comment divorcer en France rapidement et à distance. C'est possible. C'est la promesse de Valérie Chamontin, maître Valérie Chamontin, avocate au barreau de Lyon après avoir été expatriée à Shanghai et Ottawa pendant 10 ans. Valérie partage avec Sophie une méthode d'accompagnement efficace et respectueuse du divorce à l'amiable simplifiée pour les Français de l'étranger. Donc, elle travaille main dans la main avec maître Sophie Morel-Weber, ici présente, avocate au barreau de Nice. Sophie donc a vécu en Chine, a mené à bien de nombreux divorces internationaux. Elle partage une expérience conjointe avec Valérie, donc pour les divorces à l'amiable et à distance, quel que soit votre pays de résidence. Alors, je vais dans un premier temps donc donner la parole à Valérie et puis n'hésitez surtout pas à poser vos questions. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un échange. Je reviendrai à la fin pour poser vos questions en direct à Valérie. Vous en faites pas, si vous voulez, même vous pouvez lever la main si vous voulez poser une question en audio à la fin. Je cache les noms de famille, il y aura juste votre prénom. Voilà. Merci Valérie, c'est à vous. Merci beaucoup, Romain. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Valérie Chamontin. Je remercie French Morning de nous accueillir sur cette magnifique plateforme de communication. Et je m'adresse à vous tous en vous remerciant de votre présence et en vous disant que si vous êtes français, marié, quel que soit le pays d'ailleurs de votre mariage, si vous êtes un couple mixte, franco avec français avec un conjoint d'une autre nationalité et que vous êtes en situation de séparation, et bien voilà, cette présentation est faite pour vous. On va essayer de la présenter sous un mode le plus vivant et interactif possible. Voilà, notre expérience d'avocate aujourd'hui nous conduit à un constat, c'est que la séparation, qui est ce moment douloureux pour chacun, qui est renforcé par votre situation à l'international, eh bien, vous pose des difficultés pour prendre des décisions. Et nous, ce qu'on va vous offrir pendant cette heure de partage, qui est vraiment un moment de partage, eh bien, on va vous apporter des informations. Et à la fin, normalement, vous devriez être capable d'avoir une meilleure vision et plus tranquille au niveau de vos options. Bonjour à tous. Je m'appelle Sophie. Bienvenue sur votre webinar concernant le divorce international. Alors, il y a trois mots qui sont très importants: divorce, à distance et simplifié. C'est ça notre présentation. Divorce, c'est un divorce français en France et notre webinar est un cocorico tout à fait assumé. Nous pensons que pour les Français de l'international, un jugement en France est mieux qu'un jugement dans le pays local de votre résidence. Nous, ce qu'on propose, c'est un vrai jugement. C'est pas un divorce par consentement mutuel, c'est un divorce, mais amiable, bien sûr. Et l'avantage de ce jugement français est qu'il ne posera pas de problème d'exéquatur ou de transcription, comme cela peut se présenter, vu aussi les questions qu'on a eues déjà sur les problématiques de retranscription de décisions américaines ou étrangères en France. Donc, nous, pas de problème, puisque le jugement est français à distance, ce qui signifie que vous n'avez pas à venir en France, vous n'avez pas à venir pour signer un divorce par consentement mutuel qu'on ne recommande pas, mais vous n'avez pas non plus à venir voir un juge. En fait, tout se fait avec notre intermédiaire, puisque c'est nous qui allons vous représenter devant le tribunal. Le tribunal qui donnera un jugement français, comme je vous l'ai dit, cocorico. Donc, pas de déplacement en France. Donc, nous vous envoyons, une fois que tous les accords sont finalisés, des documents à signer qu'on transmet à la juridiction en vue d'obtenir ce jugement. En effet, depuis 2021, il n'y a plus du tout d'obligation de comparaître.
Pourquoi simplifier? C'est le troisième mot, donc divorce à distance simplifié. C'est parce que ce qu'on vous propose dans notre formule de divorce amiable, c'est un divorce sans évocation des motifs à l'origine de la rupture. Et c'est simplement la présentation au juge, après avoir justifié que vous êtes tous les deux époux, d'accord pour divorcer sans évocation des motifs, les conséquences de votre divorce. Et ce sont les conséquences qui sont homologuées dans ce jugement. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'aléa judiciaire puisque ce n'est pas un juge qui décide à votre place et que par conséquent, vous gardez la maîtrise de vos accords. C'est donc à la fois plus rapide, moins cher et moins stressant. Vous l'aurez compris, donc on vous fait une présentation qui va être importante pour vous dans ce moment, qui est un moment important également dans votre vie personnelle. On est persuadé que la meilleure solution pour vous, c'est ce divorce judiciaire. Le Code civil français offre des outils formidables pour vous permettre, quel que soit le pays où vous vivez aujourd'hui, quel que soit le pays où vous vivrez demain peut-être, que vous ayez des enfants, des biens immobiliers, vous allez pouvoir bénéficier de cette structure juridique. Et en plus, Sophie et moi, on est là pour vous offrir euh, un soutien, une assistance, parce que nous sommes persuadés que la négociation, trouver les meilleurs accords possibles entre votre conjoint et vous-même, c'est essentiel et c'est ce qui va vous garantir de trouver une satisfaction dans cette période, encore une fois, qui est éprouvante. Donc, on va faire cette présentation d'une heure comme si vous étiez en situation de, ben voilà, nous échangeons, je vais échanger avec vous, Sophie va échanger avec vous. On va faire comme si on était en premier contact avec un avocat et placé en situation réelle. Et à la fin de cette heure, si on travaille assez bien avec Sophie, eh bien, vous aurez une vision 360, c'est-à-dire une vision claire. En tout cas, c'est notre objectif. Alors avant tout, puisque vous savez que votre avocat va devenir votre meilleur allié dans cette période particulière, il est important que vous nous connaissiez et donc je laisse Sophie se présenter et je le ferai juste après. Alors, effectivement, je me présente rapidement. Je suis une avocate inscrite au barreau de Nice. Je suis la fondatrice et associée d'un cabinet qui s'appelle Exco Avocat, avec une associée qui s'appelle Virginie Paris, avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. Nous avons une activité de droit privé et d'affaires. J'ai vécu en Chine à partir de 2015 et j'ai vécu une expérience un peu particulière puisque je suis partie en Chine en solo avec mon plus jeune fils qui a été scolarisé au lycée français. Et j'ai été accueillie par mon confrère Nicolas Coster, qui a créé un beau cabinet à Shanghai qui s'appelle Coster Associates, qui m'a accueillie dans son cabinet, ce qui m'a permis de vivre ces années-là à ses côtés et de vivre l'expérience chinoise en immersion absolue. Voilà, donc je travaillais encore avec lui et j'ai l'honneur d'être off counsel de son cabinet. Par rapport au reste du monde, si je puis dire, j'ai été amenée à beaucoup voyager dans des associations internationales d'avocats, en Europe, en Asie, aux États-Unis, bref, un peu partout. J'ai rencontré des confrères étrangers et j'ai assisté à beaucoup de séminaires sur différents droits de différents pays, ce qui m'a donné également une ouverture par rapport aux différentes législations, même si évidemment je suis franco-française. Voilà. Donc, à l'occasion du Covid, j'ai été obligée de rentrer de Chine, puisque pendant 4 ans, c'était impossible d'y retourner. Donc, mon cabinet français que j'avais laissé enfin, que j'avais géré à distance quand j'étais en Chine, je l'ai repris en main depuis donc 2019. Et voilà, je continue à travailler pour mes clients expatriés en droit de la famille, mais aussi en droit social. Voilà, donc en 2 mots, la présentation. J'ai une formation en droit des affaires qui me fait que je suis confortable dans tout ce qui est divorce avec business à côté pour les personnes qui ont des business. Et on voulait dire avec Valérie un peu quelques mots de nos valeurs
qui sont importantes et qui expliquent pourquoi, alors que nous sommes des cabinets séparés, nous sommes amenés à travailler ensemble. Donc, ben voilà, la valeur numéro un, c'est la recherche des accords. Et c'est vraiment peut-être atypique et qu'on se soit trouvés toutes les deux à avoir cette même ADN, ce même ADN pour chercher des accords et négocier pour éviter les aléas judiciaires. Donc évidemment, l'amiable, hein, j'ai été formée à la médiation, est une vraie valeur. Ensuite, ben, la loyauté. Et la loyauté, c'est important parce que quand on négocie avec un interlocuteur, il faut que le débat soit loyal. Et voilà, donc j'ai trouvé en Valérie aussi, enfin, on s'est trouvé mutuellement à avoir ces mêmes valeurs. Et le partage. Et donc, effectivement, si je suis là aujourd'hui, si on est là toutes les deux, c'est justement pour partager le bonheur qu'on a à travailler ensemble et à avoir mené des divorces compliqués parfois et qu'on a tous négociés depuis les 3 années qu'on travaille ensemble. Voilà. À toi, Effectivement, Valérie. il y a eu, je confirme que on est vraiment deux avocates dans deux cabinets séparés, c'est-à-dire que on a le plaisir de travailler ensemble sur des dossiers, mais on est enfin consoeurs opposés, et c'est-à-dire que là où on se réunit, c'est sur les valeurs communes du bienfait de la négociation. Et effectivement le respect des intérêts de notre propre client. De mon côté, moi, pour faire très rapide, moi, je suis donc une avocate franco-canadienne. Je suis rentrée en France depuis 2017 et avant, j'avais passé presque 10 années, donc 4 années également à Shanghai, où j'ai vraiment eu le plaisir de travailler pour l'Association des familles franco-chinoises sous l'égide de l'ambassade de France. J'ai participé comme conférencière à 2 événements sur la notion de situation de crise familiale. Et puis après, je suis partie à Ottawa, qui est la partie anglophone du Canada. Et là, j'ai suivi, comme vous, peut-être le parcours rigoureux et complexe pour devenir une citoyenne canadienne. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'ouverture sur le monde. Après cette expérience en Chine, l'Amérique du Nord a apporté de nouvelles fenêtres et de nouvelles compréhensions des systèmes légaux. Voilà, moi j'ai la chance de m'appuyer sur un réseau un réseau d'experts que j'ai rencontrés tout au long de mon parcours à l'étranger. Depuis mon retour en France, j'ai eu la chance d'accompagner dans leur divorce des personnes qui ont des problématiques différentes, des parcours différents, que ce soit le chef d'entreprise qui a créé son entreprise à l'étranger, que ce soit les professeurs de nos magnifiques lycées français de l'étranger qui ont connu des périodes de séparation, mais également des fonctionnaires des Nations Unies ou de la Croix-Rouge. Et enfin, on n'oublie pas les nombreux conjoints ou conjointes suiveurs, comme on les appelle, c'est-à-dire le conjoint qui a suivi son époux ou son épouse dans une aventure d'expatriation et qui se retrouve sans emploi au moment où la séparation intervient. Donc une mosaïque de situations qui apporte un enrichissement incroyable comme vous pouvez l'imaginer. Avec Sophie, nous travaillons partout en France. Nous sommes attachés à 2 barreaux différents, mais nous pouvons vous représenter, vous assister devant tous les barreaux de France. Voilà, donc depuis mon retour en France, moi j'ai travaillé vraiment très fort pour offrir ce projet qu'on va partager avec vous, qui est vraiment de prendre le temps de comprendre votre problématique, de négocier avec Sophie et votre conjoint le meilleur accord possible et ensuite transmettre le tout au juge français. Sophie vous donnera tout le détail par la suite. Et pour vraiment vous garder la maîtrise, on vous accompagne et au final, vous avez un accord qui est totalement sécurisé. Voilà, donc ça, c'est notre présentation un peu rapide. Euh,
C'est vrai que c'est pas toujours facile. Avec Sophie, on a eu des tensions sur des dossiers parce que nos dossiers sont importants, mais toujours dans le respect du contradictoire, le respect de la confidentialité propre à nos échanges avec notre propre client. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie, si vous voulez, à notre site internet qui est Divorce International Simplifié. Tout à l'heure, Romain partagera avec vous l'adresse pour que vous puissiez la trouver. Vous suffit de taper notre nom, si Chamantin, Maurice Weber, vous nous trouverez et vous aurez plus d'informations. Maintenant, Sophie va vous expliquer concrètement comment cela se passe. Une fois que vous avez contacté l'une d'entre nous par mail, on vous a proposé un rendez-vous. Au cours de ce premier échange qui est vraiment soumis à la confidentialité, vous allez exposer votre situation et là commence une période des questions. Sophie, je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, donc Valérie et moi, nous nous sommes rencontrés, comme Valérie l'a indiqué, à l'occasion de 2 dossiers dans lesquels nous nous sommes tout simplement affrontés. Voilà. Et en fait, le hasard, je ne sais pas si c'est le hasard, mais on a été consécutivement adversaires à la même époque dans ces 2 affaires un peu difficiles. Et après les avoir négociés, transigés et avoir des clients satisfaits avec leur jugement, on s'est parlé et on a constaté à quel point on était compatibles et qu'on pouvait proposer une offre conjointe, étant précisé que nous sommes 2 cabinets séparés. Et que l'intérêt de cette proposition, c'est que comme on est obligé, vous êtes obligé d'avoir chaque époux un avocat, il faut forcément 2 avocats. Il n'est pas possible de divorcer avec un seul avocat. Ça a été possible à une époque, mais là, ce n'est plus possible. Ce qui signifie que lorsque vous contactez un avocat et que votre conjoint n'a pas d'avocat, nous, notre solution, c'est de dire si quelqu'un me contacte, je vais demander aussitôt si son conjoint a un avocat et dans la négative, dire à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait, je vais vous expliquer comment on travaille, est-ce qu'on pourrait proposer à votre conjoint d'être assisté par Maître Chamontin pour négocier l'ensemble du divorce. Et donc, en fait, on se recommande l'une l'autre. Et comme je vous disais, on fait ça maintenant depuis 3 ans, ce qui nous donne la légitimité, enfin, à notre sens, de vous proposer cette solution, parce que tous nos dossiers, ben, on les a tous transigés. Et je pense qu'on est quand même, allez, disons-le, un binôme assez exceptionnel. Voilà, n'est-ce pas, Valérie? C'est la minute d'autosatisfaction, mais ça ne dure qu'une minute. On va, on va avancer. Ouais, ouais. Très bien. Alors, une fois qu'on aura échangé lors d'un premier rendez-vous, que vous nous faites confiance, que vous me faites confiance, par exemple, eh bien, on va vous poser des questions. Et les premières questions, c'est important que vous les identifiez. Ça concerne la date de mariage, votre lieu de résidence. Où est-ce que vous avez vécu juste après votre mariage? Quel est votre parcours d'expatriation? Dites-moi si vous avez vécu dans un pays pendant 20 ans, ou alors est-ce que tous les 2 ans, peut-être moins, vous avez changé de pays? C'est important de reconstituer votre parcours parce que les effets concernent on va dire, votre régime matrimonial et les règles applicables à la question du partage. Comment se passera votre partage? Cela dépend de vos réponses sur tout ce parcours. Et si vous avez fait aussi, par exemple, un contrat de mariage, c'est important. Donc, on vous pose des premières questions. C'est la fondation, on va dire, de notre raisonnement en droit international privé. Il faut comprendre le départ. Cette intervention aujourd'hui, elle se veut tout sauf technique, mais il faut savoir quand même que selon votre date de mariage, il y aura une réglementation qui s'appliquera ou pas, notamment en France. Voilà, il y a une période, on considère les mariages faits entre 1992
et janvier 2019, et puis les mariages qui ont été faits à partir du 29 janvier 2019. Et donc là, c'est des questions qui sont techniques, que nous maîtrisons, mais qui sont essentielles parce que, on va dire, ça pose le cadre du partage et donc de la négociation. Quels sont vos droits si tel régime matrimonial va s'appliquer? Quelles sont les modalités, on va dire, de liquidation de vos actifs, de vos passifs? Parce que un couple, c'est fait d'actifs, de passifs. Il faut qu'on identifie bien les règles de départ, sachant que, vous avez compris, notre offre, c'est d'identifier les droits de chacun et après de venir proposer, eh bien, un accord, trouver le point d'accord sur ce que vous souhaitez, quelles sont les attentes de votre conjoint, parce que je vous rappelle qu'on est dans une démarche amiable, et donc on identifie les attentes de chacun et on trouve le moment où cet accord sera possible sur la partie financière. Pourquoi est-ce qu'on pense, et je parle 2 minutes de manière technique, pourquoi est-ce qu'on est convaincu comme ça que les accords pris entre époux sont supérieurs à un jugement rendu par un juge? Par exemple, sur cette question du régime matrimonial et du contrat de mariage, par expérience, on a compris que les juges, même si vous venez avec un contrat de mariage signé avant votre départ en expatriation ou au moment du mariage, eh bien, certains juges locaux à l'étranger ne vont pas vous suivre dans votre raisonnement, soit parce qu'ils ne connaissent pas bien cette notion de contrat de mariage français, soit parce qu'ils ne la reconnaissent pas. Je peux vous citer 2, 3 exemples rapidement. Dans l'État du Connecticut, par exemple, même si vous arrivez devant le juge avec votre contrat de mariage, il pourra trancher en partageant votre patrimoine, vos biens, sous le principe de l'équité, y compris si ce sont des biens propres ou personnels venant par exemple de succession. Le juge du Connecticut dira je partage tout en deux. De même, le juge québécois, malgré votre contrat de mariage, il va pouvoir décider que le bien qui constitue votre logement familial au moment de la séparation, il est présumé appartenir aux deux, même s'il n'y en a qu'un qui en est propriétaire, même, eh bien, il va diviser en deux. Donc, ça vient comme ça bousculer l'équilibre que vous pensiez solide avec votre contrat de mariage. Donc, c'est important. Et en arrivant à trouver un accord, ça vous met à l'abri de cette insécurité juridique qui existe lorsque l'on se présente devant un juge qui va trancher selon sa jurisprudence, selon sa pratique, qui peut être encore une fois différente de la nôtre. Alors, nous disposons, et j'en terminerai sur cette partie technique du régime matrimonial, nous disposons d'outils juridiques très puissants. Il y a des règlements européens, il y a des conventions bilatérales. On travaille là-dessus, on identifie vos droits et on vous accompagne vers le meilleur accord. J'étais peut-être un peu long, Sophie. Je vais te laisser la parole pour que tu expliques comment on procède par la suite, une fois qu'on a identifié ses premiers droits. Oui, voilà, effectivement, c'est technique, mais c'est très important. Je vais vous indiquer pourquoi un petit peu après. En effet, voilà, au niveau du process hein, voilà, de divorce simplifié que nous proposons, on a bien sûr tout d'abord un premier rendez-vous avec une personne qui nous contacte. Ce premier rendez-vous est très important puisque c'est à distance, on ne sera pas amené à se rencontrer physiquement, donc il faut instaurer la confiance et il faut, puisque nous sommes 2 cabinets séparés et que nous avons le secret professionnel et nos règles déontologiques, il faut que cet échange soit absolument total et qu'on ait tous les éléments qui sont de nature à après nous aider à mettre sur pied ce divorce amiable. Donc, la première
partie de cet entretien, c'est vraiment une écoute attentive, des questions qui sont posées, effectivement les mêmes que celles qu'a évoquées Valérie il y a quelques minutes, que je ne reprends pas. Donc, on a toutes ces questions et des précisions sur les faits également. Et on a besoin de savoir ce qui est urgent, pas urgent. On a besoin de savoir s'il y a toujours un dialogue avec l'autre époux ou pas, parce que parfois, des personnes se présentent en disant on est d'accord sur tout, et on se parle et on est d'accord, tout va bien. Donc là, pour cela, évidemment, pour nous, c'est encore plus simple que simple, sauf qu'on est obligé de vérifier que les consentements qui ont été donnés l'ont été de manière éclairée et que finalement, l'un d'entre eux, des époux, n'aurait pas donné son consentement sans savoir qu'il avait certains droits auxquels implicitement il aurait renoncé. Et donc, nous, on a évidemment un devoir d'information qui est donc très important à tous les stades, y compris lorsqu'on nous présente un divorce déjà en accord total. Ensuite, quand ce n'est pas le cas, quand il y a des points de désaccord, des incompréhensions, des craintes, eh bien, donc on doit les identifier. Et notre technique, c'est de partir des points d'accord pour ensuite isoler les points de désaccord et voir comment on peut les traiter les uns après les autres. Donc, j'indique cela et que après, il va falloir avancer, ce qui sera la deuxième phase après ce premier entretien. Il va falloir avancer avec des documents qui nous sont transmis. Et ensuite, à la suite de ça, ben, tout dépend de l'existence d'un patrimoine, de l'existence d'enfants ou pas, pas d'enfants, pas de patrimoine. Enfin, tout ça, ce sont des situations différentes. Et donc, selon les cas, j'indique quelles sont les solutions, quelles sont les dispositions qui seront définitives et qui vont être négociées définitivement et celles qui ne le sont pas dans le cadre d'un divorce. Parce que dans le cadre d'un divorce, le lien du mariage est rompu, le nom du conjoint, il faut déterminer qui en aura l'usage. Est-ce qu'il y a un partage à faire de biens immobiliers dans ce cas-là? Là, du coup, ça devient plus long. Il faut prendre un notaire, il faut voir s'il y a une villa en Thaïlande, un appartement à New York, des biens avec des crédits en France. Enfin, donc, tout ça, ça fait partie d'un process qui est assez long sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais il faut liquider ce qui s'appelle liquider le régime matrimonial en fonction du régime matrimonial qu'on aura identifié dans le cas. Et ensuite, donc tout ça sont des mesures qui sont définitives. Donc, il faut déterminer le sort d'un éventuel business commun, la prestation compensatoire quand il y a un des époux qui n'a pas eu de revenus, etc., etc. Donc, toutes ces choses définitives sont mises au point au fur et à mesure des entretiens ultérieurs et avec des documents et des échanges avec l'avocat de l'autre partie. D'ailleurs, message à tous les couples qui nous écoutent, enfin toutes les personnes qui nous écoutent, ne mettez pas de côté la gestion de votre patrimoine commun entre les mains de l'autre. Il faut vraiment vous informer. Avant de partir à l'étranger, il faut vous informer conjointement, d'ailleurs, hein, aller voir un notaire ou un avocat avant de partir en expatriation pour essayer de ne pas avoir de mauvaises surprises, d'éventuellement déjà choisir un régime matrimonial si ce n'était pas fait, pour éviter qu'à l'occasion d'un divorce, on découvre ben, des situations auxquelles on n'était pas préparé. Donc, cela évite les surprises. Donc, je résume. Donc, premier entretien, c'est vraiment un tour d'horizon, la confiance, les principes, etc. Les entretiens ultérieurs, c'est pour définir ce qui sera définitif et ce qui ne le sera pas. Ce qui ne l'est pas, c'est ce qui concerne les enfants. Et le définitif, avant de le déterminer, il faut régler les mesures d'urgence parce que parfois il y en a. Donc, c'est Valérie qui va les présenter. Oui, merci Sophie. Voilà, donc on vous fait un panorama de toutes les questions, toutes les situations qui peuvent se poser et à chaque fois, on vous accompagne pour trouver les réponses. Et là, je pense l'endroit où vraiment on a une plus-value à partager avec vous, encore une fois, c'est sur la question des mesures urgentes. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il?
C'est-à-dire que nous sommes capables, grâce à notre expérience à l'international, de déjà vous aider à identifier les questions à régler. Et parce que lorsqu'on vit à l'étranger, lorsqu'on est dépendant peut-être de son conjoint salarié qui a été envoyé par une société, il y a des problématiques qui doivent être résolues assez rapidement. Et par exemple, le logement, le plus souvent, lorsque vous vivez à l'étranger, eh bien, c'est votre employeur, c'est l'employeur du conjoint salarié qui le prend en charge. Mais que se passe-t-il si vous vous séparez? Ce moment fragile où le couple ne peut plus vivre sous le même toit, mais l'employeur ne prend en charge qu'un seul logement. Donc là, on apporte des propositions, des situations différentes. Et là, on fait appel à une notion en droit français qui est le devoir de secours, c'est-à-dire que tant que le jugement de divorce n'est pas prononcé, les époux se doivent assistance et soutien. Et donc, on essaye toujours sur la voie de la négociation, de l'intérêt commun des deux époux, de trouver comment est-ce que un époux va conserver le logement principal, mais l'autre va recevoir de l'assistance financière pour pouvoir rester dans le pays, surtout si vous avez des enfants. Et on essaye d'avancer. Un autre exemple très révélateur, c'est celui des visas. Le visa, être en conformité avec la légalité de votre pays d'accueil, mais c'est une question qu'il faut se poser rapidement et de manière très sérieuse. Euh, et donc, il faut proposer peut-être et obtenir dans le cadre de la négociation peut-être un renouvellement d'un visa pour une durée peut-être limitée dans le temps, ou alors on vient vous proposer, parce qu'on a cette expertise, de pouvoir trouver d'autres options que votre visa de work permit rattaché à votre conjoint. On va travailler en bonne intelligence avec Sophie, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ces questions-là. Et un dernier point qui est peut-être le point également très, très sensible, c'est celui de maintenir les mêmes droits pour à l'assurance santé. L'assurance santé, quand on vit à l'étranger, on sait que c'est primordial, que c'est très coûteux, et c'est pour ça que, en général, c'est l'employeur qui le finance. Mais encore une fois, au moment de la séparation, un conjoint peut être tenté de mettre de côté, d'éjecter son conjoint avec lequel il ne s'entend plus. Là, on arrive avec Sophie à travailler et à proposer des accords limités dans le temps qu'on est capable d'officialiser et toujours sur cette bonne intelligence. Voilà, donc ces questions urgentes, vous pourriez passer à côté si vous n'étiez pas assisté par un avocat qui ait cette expertise, qui ait ces questions en tête, et même ce rétro-planning. Par exemple, s'il y a un des conjoints, un d'entre vous veut rentrer en France, il faut penser à ce rétro-planning pour préparer le retour. Il faut penser au déménagement, aux frais, on pense à tout, y compris à vos animaux de compagnie. On sait faire tout ça, et c'est vrai que rien n'est tout est important, tout se bouscule dans votre esprit et nous, on vient vous donner comme une checklist et on est là pour vous appuyer et vous accompagner. Mais tout ceci étant dit, l'autre aspect, et je conserve la parole encore quelques minutes, l'autre aspect très sensible, c'est celui qui concerne les enfants. Et là, bien entendu, si vous avez des enfants, selon l'âge qu'ils ont au moment de la séparation, bien entendu, vos décisions vont être différentes. Vous avez des options. Et ces options, on va vous les exposer si vous le souhaitez. Et vous nous direz les accords que vous avez pris. On vérifiera, nous, parce qu'on a une responsabilité d'avocat, de vérifier si cet accord est bien conforme à l'intérêt des enfants. On va vous aider peut-être à prévoir l'avenir, parce qu'on ne se cantonne pas dans notre travail, on ne se cantonne pas à régler ici et maintenant seulement, et puis après, une fois qu'il n'y aura plus d'avocats, vous serez seul. Non, dans nos accords qui sont soumis au juge et qui vous donneront un jugement, il y a ce caractère évolutif, c'est-à-dire typiquement pour les enfants,
on peut prévoir des options. Et ça s'appelle situation 1. Tant que les deux parents vivent dans le même pays et dans les mêmes villes, eh bien, on peut envisager une résidence alternée si cela vous convient. Et on prévoit également, tiens, lorsque les deux parents sont plus éloignés géographiquement, ou troisième option, si un des parents rentre en France, quels sont les droits de visite et d'hébergement pour l'autre parent? Tout est prévu, pensé, proposé, et bien entendu, c'est toujours vous qui gardez la maîtrise de vos accords, de vos décisions, mais on vous propose, on ouvre des fenêtres, et ce qui vous redonne de la force, et comme disait Sophie tout à l'heure, on protège le lien qui est avec votre conjoint, qui est en souffrance à un moment donné, mais qu'on ne va pas altérer avec nos accords et en prenant ce temps-là. Deux mots sur la pension alimentaire, essentiel, et ce serait peut-être le moment pour moi de vous dire, ne prenez pas, soyez avisés que en allant devant un juge, sans avoir pris un accord, vous allez vous retrouver exposé à un risque. C'est que le risque que le juge ne comprenne pas, tiens, pourquoi les frais scolaires sont-ils si importants? On sait qu'à l'étranger, puisque vous vivez tous à l'étranger, peut-être les lycées, les écoles françaises, mais même les lycées américains sont extrêmement coûteux. Même les activités extrascolaires sont coûteuses. Un juge français, un juge local pourrait passer à côté de cette connaissance, on va dire, là, et fixer un montant de pension alimentaire qui ne correspond pas du tout. Donc là, Sophie et moi, on travaille pour que les montants de pension alimentaire correspondent bien aux vrais besoins des enfants et que ce soit en fonction de la capacité financière de chaque parent. Ça, c'est vraiment important. Sachez que, par exemple, un juge français, si vous arrivez sans accord, il ne comprend pas cette notion de gardien, alors que moi, je travaille, et Sophie travaille comme moi j'ai des clients à Dakar, au Congo, Côte d'Ivoire. Le gardien, ça fait partie des habitudes. La dame qui vient chercher les enfants, toutes ces dépenses-là qui paraissent du luxe pour un juge, en fait, sont réellement importantes pour vous. Et donc là, la force de l'accord, elle est supérieure à la force d'une décision qui pourrait s'avérer extrêmement négative pour vous. Donc, voilà une proposition. Voilà, on a fait un 360. Romain, vous me dites si on est dans les temps. Voilà toutes les questions qui vont être posées, qu'on vous aidera à vous poser, on vous proposera des solutions. Mais avant, pardon, Sophie, j'ai oublié une chose. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un accord? Pardon. Alors, quand on a un accord, il faut rédiger. Donc, il faut rédiger tous les actes qui vous seront soumis pour signature, électronique ou pas, et qui seront ensuite envoyés en France pour être transmis au juge. Pour pouvoir rédiger, on a besoin des documents justificatifs de tout ce qu'on va affirmer dans le dossier, tout ce qu'on va affirmer et tout ce qu'on va remettre au juge qui vérifiera dans les pièces qu'on va lui communiquer qu'effectivement, ce qui est affirmé repose sur des documents authentiques, traduits en français, voilà, sur des contrats de travail, des contrats de location, voilà, des revenus, des états liquidatifs notariés avec tous les justificatifs. Donc, on va vous persécuter un peu pour avoir tous les papiers, puisque tant qu'on ne les a pas, on ne peut pas finaliser. Et je vous disais tout à l'heure qu'il fallait que tout soit clair pour que la négociation soit bonne et qu'elle soit validée. Et c'est d'autant plus justifié qu'il est exigé par la loi une déclaration sur l'honneur des revenus, des charges, du patrimoine, des emprunts, et que cette déclaration sur l'honneur est faite sous sanction pénale en cas de non-respect de l'obligation d'être tout à fait transparent sur sa situation. Donc, il est vrai que ça, c'est un élément fondamental qui permet d'aller jusqu'au bout et de valider pour l'un comme pour l'autre le fait que l'accord est équilibré et vis-à-vis du juge que celui-ci pourra vérifier
car après que nous ayons envoyé tous les papiers au tribunal, eh bien, il y a une audience. Et à cette audience, ben, on y va et on valide avec le juge qu'on a tous les documents bien réunis, qu'on ne s'est pas trompé, que, enfin, surtout que le juge a bien compris, plus exactement, je dirais, sans préjudice, voilà, de ma réflexion vis-à-vis des magistrats qui ont un travail qui n'est pas forcément facile, et de justifier également la compétence du juge français. Donc, on vous redit ce qu'on disait au départ, c'est le juge français est compétent dès lors qu'un des époux au moins est français, même si les deux époux vivent à l'étranger. Donc, il suffit d'un Français sur les deux, quel que soit le pays de résidence, et le juge français se déclarera compétent. On a tous les outils pour ça. Ensuite, donc ça, c'est le juge compétent. Et d'autre part, il y a la loi applicable. Donc, on a aussi tous les outils juridiques pour justifier que c'est bien la loi française qui va s'appliquer au divorce en lui-même, aux aliments, aux équilibres financiers, aux gardes d'enfants, en résidence, enfin tout le nom, enfin toutes les conséquences. Il y a juste un bémol par rapport à la loi française, c'est ce qui a été expliqué par Valérie, c'est le régime matrimonial. Et il se peut que votre régime matrimonial, bien que français peut-être au départ, d'un mariage sans contrat, et après X années, peut-être a-t-il muté, ça c'est toute la problématique des régimes matrimoniaux. Dans ce cas-là, soit vous avez fait en amont une déclaration de loi applicable à votre régime matrimonial, qu'on invite tous les expatriés à faire, et si ce n'est pas le cas, si par exemple il s'avère que c'est la loi marocaine de séparation de biens alors qu'on pensait être marié en communauté, s'il s'avère que c'est la loi chinoise, la loi de tel État américain, etc., eh bien le juge français peut appliquer cette loi étrangère. Donc le partage est fait selon la loi étrangère dont il est justifié et ce partage est englobé dans le package de votre accord et c'est homologué, y compris avec l'application de la loi étrangère. Donc ça, c'est assez technique, mais nous avons nos documents et notre expérience par rapport à ça. Donc on a obtenu des jugements qui ont homologué des accords incluant des régimes matrimoniaux étrangers. Voilà. Donc après, quand le juge a pris son dossier, eh bien, au bout d'un certain temps qu'il nous indique à l'audience, on a le jugement. Et quand on a le jugement, ben, on vous l'envoie, on relit, vous acceptez, c'est validé, on transcrit, pas de problème de transcription, bien sûr. Et notre mission est terminée, même si nous restons toujours vos avocats pour l'avenir s'il y a besoin. Voilà, ce qu'on voulait vous expliquer, c'était ce parcours qui est celui qu'on propose et qui est le nôtre et qui nous fait plaisir de partager avec vous. Merci à toutes les deux. Alors, j'en profite tout de suite pour partager le site internet. Donc, si j'ai bien compris, vous proposez donc à ces couples qui souhaitent divorcer de les accompagner. Donc, chacune d'entre vous va représenter un des conjoints. C'est bien ça? Oui, Absolument. Voilà. Puisque donc la loi oblige qu'on ait chacun son avocat. Voilà. Donc là, vous arrivez sur ce site donc, qui vous permet de rentrer en contact à la fois avec Valérie ou Sophie. Quand vous descendez tout en bas, on a un formulaire de contact. Donc voilà, vous en faites pas. Ce site, je l'ai mis dans le chat. Donc vous pouvez cliquer sur chat et récupérer le lien directement. Si vous êtes sur LinkedIn ou sur YouTube ou sur Facebook, et si vous regardez en replay, ce sera dans la description de la vidéo le lien vers ce site. Sinon, vous avez juste à le recopier, il est là-haut. Voilà. Donc ça, c'est pour rentrer en contact avec Valérie et Sophie. Merci. Alors, Merci. pour les questions, on a reçu beaucoup de questions avec des situations très personnelles par email. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas raconter la vie des gens aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, j'ai forwardé à Sophie et Valérie ces mails-là. Euh, Vous pouvez voir directement si vous souhaitez peut-être prendre une consultation ou les embaucher pour votre divorce ou autre. Je vous laisse voir ça directement entre vous. Euh,
Là, pour ce qui est des questions, venez écrire toutes vos questions. Quand vous cochez la case anonyme, vous en faites pas, vous êtes anonyme. Et de toute façon, je vais pas donner les noms des gens qui posent des questions. Comme ça, ce sera plus simple. Euh, donc là, on a une première question d'un auditeur anonyme qui nous dit, ce jugement français est-il reconnu dans le pays de résidence? Dans le Euh, pays de résidence, le jugement français de divorce est une décision de justice qui circule, c'est-à-dire qui est reconnue et même exécutable à l'étranger sous condition de respecter pardon, la réglementation applicable à chaque pays pour la reconnaissance. Mais c'est un jugement qui est reconnu et qui peut être exécutable très facilement. Sophie, tu confirmes? Je peux oui, juste je rajouter un confirme. point, peut-être Oui. pour que tu puisses préciser, Sophie. Euh, les lecteurs aujourd'hui sur nos médias, c'est essentiellement États-Unis, Canada, Angleterre. Voilà, c'est vraiment les zones où on est présent. D'accord. Alors, donc, petit complément par rapport à ce qu'a dit Valérie. Effectivement, on a un jugement. Donc, le principe de reconnaissance des jugements dans les différents pays, et notamment aux États-Unis, sont cadrés, sont aux États-Unis déterminés par l'État, par chaque État. Mais grosso modo, il y a un processus de vérification des droits de la défense, de l'information et de la compatibilité des accords qui sont pris, enfin des dispositions du jugement avec la loi américaine. Et par rapport aux accords que nous faisons homologuer, de toute façon, effectivement, il faut faire valider aux États-Unis, mais il n'y a pas de... Enfin, voilà, il n'y a pas même si les États-Unis n'ont pas signé la Convention de La Haye de reconnaissance automatique, les jugements français peuvent être tout à fait reconnus et on n'a pas d'exemple de jugement français, nous concernant en tout cas, enfin, qui était à notre connaissance, qui n'aurait pas été validé. En revanche, point important, les consentements mutuels franco-français, c'est-à-dire les divorces par contrat, Mm. eux ne sont pas forcément, je mets un bémol en disant forcément, pour ne pas dire pas du tout, reconnus aux États-Unis, car la procédure de reconnaissance hein, enfin, de ce que je crois connaître de la loi américaine, procède à l'examen d'une décision de justice et non pas de contrat. Et effectivement, je pense que les personnes qui divorcent par un contrat peuvent avoir des problèmes de reconnaissance, non pas du principe du divorce, parce que une fois qu'un divorce français est transcrit à l'état civil, le divorce en lui-même est reconnu. Donc la personne est reconnue divorcée, donc ça, il n'y a pas de difficulté. Mais en revanche, pour exécuter le jugement aux États-Unis, c'est mieux un jugement, il n'y a aucun doute, plutôt qu'un divorce par consentement mutuel. Je confirme, c'est très important de bien veiller à la nature de son divorce. J'espère qu'on a répondu à cette première question. Oui, je pense que c'est pas mal. Et surtout, si c'est pas clair, n'hésitez pas à reposer la question Oui. ou à préciser. Est-ce L'idée que, là, il nous oui, reste 12 minutes. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre au maximum de questions dans ces 12 minutes. parfait. Sachant qu'en plus, on pourra être plus précise et si on connaît l'état dans lequel vous vivez, parce que ça peut faire une différence. Voilà. Donc on a une auditrice anonyme qui nous dit, je suis résidente aux États-Unis avec la double nationalité. Mon mari est en France, donc double nationalité franco-américaine, je suppose, avec la nationalité française, donc le mari est en France. Nous sommes mariés en France et nous sommes séparés depuis 20 ans. En cas de divorce, où nous adresser? France ou États-Unis? Ben, en France, Alors, c'est-à-dire, ils peuvent faire les deux. Ils peuvent faire absolument les deux, puisque à partir du moment où ils ont chacun la double nationalité, ils ont vraiment la possibilité de divorcer dans les deux pays. Simplement, le divorce en France sera certainement le moins coûteux, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'argent, mais on fait quand même une différence par rapport à un divorce. Et puis, mais ils peuvent, ça sera très simple de divorcer en France
surtout s'ils ont déjà séparé tous leurs assets depuis plus de 20 ans. Ce sera vraiment une formalité que nous faisons régulièrement, un document conjoint et qui est déposé au juge et qui rend un jugement de divorce très rapidement, n'est-ce pas, Sophie? Oui, et puis, si effectivement, si j'ai bien compris, les deux personnes sont françaises et mariées, enfin double nationalité, mais ont la nationalité française et se sont mariées en France, c'est ça? Un divorce français permet d'éviter tous les problèmes d'exéquatur du jugement américain pour la transcription. Voilà. Alors, c'est ça, c'est juste, on n'a pas la précision de où est-ce qu'ils se sont mariés. D'accord. Ah, ils Euh, sont mariés aux nous États-Unis alors? sommes... Non, Non. excusez-moi, nous nous sommes mariés en France. Nous Ah, nous sommes voilà. mariés en France. Ah, non, non, c'est Euh, parfait. Ouais, La France, ce ouais. sera simple, rapide et pour le coup, moins coûteux. un mariage aux États-Unis aurait entraîné une réponse différente. Ouais. Alors, Donc, on a un autre auditeur anonyme qui nous demande si un conjoint américain, les deux sont français, il manque quelques mots, donc j'ai un peu du mal, mais le conjoint américain a déjà commencé le divorce aux États-Unis. Est-il possible d'avoir le divorce en France? ah, je réponds. Donc, du coup, si la procédure a commencé aux États-Unis, si on entame derrière une procédure en France, il va nous être opposé la litispendance, enfin, il va nous être opposé le fait qu'il y a déjà une procédure dans un autre pays. Donc, c'est Ça pas possible. posera des problèmes de recevabilité de la demande en France. Ouais. Donc, impossible. Euh, on a une auditrice qui nous dit qu'elle est résidente au Canada. Elle est séparée depuis 2008 avec citoyenneté canadienne, française et béninoise. Le divorce a été prononcé en 2020 au tribunal du Québec à l'amiable. Euh, Elle habite toujours au Canada et son ex-mari réside au Bénin. Euh, les relations sont tendues. Il n'y a pas eu de pension alimentaire et elle aimerait faire reconnaître le divorce en France. Est-ce que c'est possible? Alors là, moi, je peux répondre parce que c'est mon pays. Et alors, au Canada, là, dans cette question, il y a deux aspects. Et c'est très intéressant. C'est en fait, bien entendu, comme elle est française et qu'elle a enfin, que je vais m'adresser à vous, Madame, comme vous vous êtes divorcée, il vous suffit d'adresser votre jugement de divorce au service des ministère des Affaires étrangères basé à Nantes, qui pourra transcrire sur votre acte de naissance, c'est-à-dire que ce jugement québécois, comme ça, il est transcrit sur votre état civil en France. Ça, c'est sans difficulté. Par contre, j'ai entendu qu'il y avait une question donc il y avait des tensions, donc des difficultés concernant l'enfant ou les enfants. Là, vraiment, le critère applicable en droit international de la famille, c'est vraiment celui du lieu de résidence. Le juge compétent est celui du juge du pays dans lequel se trouve l'enfant. Donc là, le critère de la nationalité ne joue pas et il faut vraiment qu'elle s'adresse au juge du pays dans lequel vit son enfant ou ses enfants. Excusez-moi, je Mm. ne me souviens plus. Elle nous précise que les enfants sont grands. Donc, Et dans quel euh, pays, par exemple, peut-être, s'ils sont toujours au Canada, il faut qu'elle aille devant le juge. Et si elle a changé de province, parce qu'au Canada, il y a des provinces également, il faut qu'elle saisisse le juge de la province dans laquelle vivent les enfants. Peu parfait. importe qu'ils vivent pas avec elle. Mais c'est vraiment le Par- critère, la notion de résidence habituelle. Parfait. Merci beaucoup. Euh, alors, on a une question complémentaire. Si un des deux époux refuse de se soumettre au cadre juridique français et souhaite utiliser le cadre juridique local, comment faire? Sophie? Donc, comment faire? On ne peut pas imposer, enfin, on peut imposer indirectement à un des conjoints un cadre juridique.
Donc là, on n'est plus dans un divorce d'accord, on est dans un divorce de désaccord majeur, puisque ça signifie qu'un des époux souhaite divorcer dans le pays local et l'autre en France. Et donc, dans ce cas-là, on revient un peu au risque qui a été évoqué dans l'autre question. Celui qui aura saisi le juge du pays, le premier, aura finalement, pourra imposer, si les conditions de la saisine du juge sont réunies, ce cadre juridique à son conjoint. Mais ça suppose d'aller plus loin et de voir si effectivement c'est possible, hein, ce qui est à creuser techniquement. Mais grosso modo, enfin, je vous donne une réponse un peu sommaire comme ça, qui est... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Valérie. Oui, absolument. On ne peut rien imposer. Simplement, cette personne, en prenant l'initiative de saisir comme ça vite, rapidement, un premier juge, qui est le juge local, ça peut être intéressant parce que ça fixe la compétence du juge, mais ça ne veut pas dire que ce sera le régime matrimonial de ce pays qui sera appliqué, puisque comme on l'a vu, les régimes matrimoniaux suivent votre parcours d'expatrié, donc il y aura quand même une analyse à faire sur le plan financier. Et puis deuxièmement, euh, voilà, ça va se transformer en divorce contentieux. Nous, on pense que les divorces contentieux, ça devrait être réservé aux cas les plus importants, les plus douloureux. On parle de violence conjugale, on parle quand vraiment il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance. Là, bien entendu, c'est justifié. Mais nous, ce qu'on a évoqué, c'est vraiment les cas où il y a simplement un lien qui s'est distendu, une volonté de vivre ensemble qui a disparu. Et là, on peut, avec un temps long de négociation, on ne fait rien rapidement et on peut trouver un accord qui sera soumis à un juge. Là, dans le schéma qui est proposé, il n'y a pas d'accord. Alors, on peut toujours essayer de convaincre l'autre d'abandonner sa procédure pour aller vers un autre schéma de justice. Mais voilà, ça ne rentre pas dans le cadre de notre présentation, puisqu'on vraiment, ce sont deux époux qui ne veulent plus vivre ensemble, mais qui ont une volonté d'en terminer le plus, comment dire, décemment, équitablement. Voilà. Et je voudrais Parfait. peut-être ajouter une petite chose qui est qu'en dehors du cadre nord-américain et plus généralement, choisir un juge local n'est pas forcément possible, hein, puisque par exemple au Vietnam, on ne peut pas si on n'est pas résident permanent. Et choisir un juge local peut aboutir à un jugement qui ne peut pas être transcrit ou exécutoré en droit français. Par exemple, on a eu un jugement algérien qui ne peut pas être validé en France. Donc, et par ailleurs, certains juges étrangers ne statuent pas sur tout, par exemple pas sur le partage ou bien ne donnent pas les mêmes garanties de représentation pour les enfants. Donc parfois, c'est vraiment, ça peut être une fausse bonne idée et ça peut être éventuellement une bonne idée. On n'a pas eu le temps d'évoquer le fait que on conseille pour les pays qu'on connaît moins et même pour ceux qu'on connaît dans certains cas, une consultation d'un avocat local pour déterminer quel est le droit du pays d'accueil, pour déterminer, voilà, pour donner les réponses aux questions que je viens d'évoquer. Parfait. Merci beaucoup. Alors, il nous reste encore pas mal de questions, donc on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. On a un auditeur anonyme qui nous dit marié aux États-Unis, mais jamais fait la reconnaissance en France. Du mariage. Euh, un des époux est français, l'autre est américain. Le divorce peut seulement se faire aux US, n'est-ce pas? Euh, Oui. non, 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 pas du tout, parce que la reconnaissance du mariage célébré à l'étranger peut être faite en même temps que le divorce. C'est pas une difficulté. Euh, Ça n'est pas une difficulté en soi. Après, il faut voir quel est l'intérêt recherché. Si c'est parce que il nous manque un tout petit peu des informations, mais ça n'est pas impossible. Le mariage célébré qui n'est pas transcrit en France, ça n'est pas, c'est pas une problématique en soi. Simplement, il faudra faire un acte de procédure avant de lancer le divorce, hein. Tu valides, voilà.
On a une autre question d'un auditeur anonyme. Un contrat de mariage français est-il reconnu par les juges anglais? Si ce n'est pas le cas, est-il préférable de saisir le juge français en premier, même si le domicile est en Angleterre? Quel est le critère de la nationalité? On n'a pas compris la nationalité. Ça, c'est pas précisé peut-être, hein? Non, mais la résidence est précisée en Angleterre. Et Voilà. en Angleterre, il y a une difficulté avec en Angleterre, il y a une difficulté avec les prenuptial agreements qui ne sont pas reconnus forcément par le juge anglais. Voilà. Et comme en plus, bon, c'est un rapport peut-être éloigné là par rapport à la question, mais avec le Brexit et l'impact du Brexit et les nouvelles conventions, enfin voilà. Donc l'Angleterre, c'est un cas un peu particulier à notre époque là. On a Vous une avez- bonne question, d'ailleurs, complémentaire juste après, qui est, proposez-vous aussi un accompagnement sur les prenups au vu de votre expérience sur les divorces? Ah, Ah, d'accord. Alors, on peut recommander. Moi, on travaille toutes les deux, chacune avec notre réseau. On a des réseaux de notaires incroyablement compétents, que ce soit dans des pays à l'étranger ou en France. Moi, personnellement, je ne rédige pas ce type de contrat. Mais Parfait. Sophie, peut-être. non, moi je ne rédige pas ce type de contrat, mais c'est vrai que maintenant, depuis 2019, on peut faire des options de droit applicable aux régimes matrimoniaux qui peuvent éventuellement échapper aux obligations locales ou aux obligations françaises. Il faut travailler là-dessus. Je sais que Nicolas à Shanghai travaille peut-être. Enfin, voilà, il y a des vraies réflexions. On en parle également pour la Chine, comment faire, puisque là-bas, il n'y a pas forcément les mêmes notaires. Donc, c'est une vraie question et c'est une On vraie travaille au question. cas par cas, en fait. C'est pas comme. Alors, moi, je ne rédige pas, mais on peut accompagner ou on peut identifier les points à faire valider par l'expert. Et on est entouré d'experts, en fait. Donc, Parfait. Je ne sais pas si on a répondu du coup à la question d'avant. Est-il préférable de saisir le juge français en premier si le domicile est en Angleterre? c'était la nationalité, moi, qui me manquait. Est-ce que vous la voyez sur la question? Il faut qu'au moins un des deux époux soit français, de toute façon. Le problème, c'est que la question a été posée anonymement. Oui, Française, nationalité française. d'accord. Alors Euh, après, ça, c'est moins évident parce que en droit européen, on a des obligations qui sont de saisir le tribunal du défendeur, hein. Et il faut voir au niveau des conventions, des nouvelles conventions avec la Grande-Bretagne, si effectivement on n'est pas, voilà, on n'a pas une obligation de rester en Angleterre ou pas. J'ai pas la réponse là. Le post-Brexit est venu bousculer l'ordre juridique et donc là, c'est une question qu'il faudrait travailler précisément. Et c'est vraiment la preuve de notre sérieux, c'est-à-dire que quand on ne sait pas, on le dit et on va aller chercher l'information, on va aller proposer l'expert pour aider. Non, c'est vrai, C'est bien rebondi, c'est bien rebondi. Voilà, ben, c'est vrai, de toute façon, en plus, on les problèmes n'improvise pas mais jamais, des hein. droits locaux, en fait, on ne peut pas répondre sur les droits locaux. Parfois, on a des questions qui sont posées sur un droit de tel pays, mais nous-mêmes, on ne peut Savoir pas. un niveau de compétence parce qu'on travaille beaucoup en Asie du Sud-Est, Kuala Lumpur, Hong Kong, Chine, Vietnam, Cambodge pour faire des accords. Pour moi, l'Afrique, Dakar, Côte d'Ivoire, le Congo, etc., c'est des pays sur lesquels on travaille régulièrement. J'avoue que curieusement, Londres, euh, eh bien, il faut faire du cas par cas. Voilà. Parfait, pas de problème. Donc, on a une autre question d'un auditeur anonyme. Nous sommes Français résidant au Royaume-Uni, mariés en France avant 2019. Donc, la personne nous précise qu'elle a demandé le divorce et veut rentrer en France, mais son mari refuse et demande la garde alternée. Un divorce à l'amiable est-il encore possible et comment se protéger?
Alors, Ouais. le divorce amiable est toujours possible, même quand il y a une procédure en cours. Il suffit de s'entourer d'avocats qui ont cette volonté. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec une consoeur qui est avocate au barreau de Paris et de Londres et qui, en plus, a un podcast absolument remarquable sur l'accompagnement des couples qui sont en instance de séparation. Voilà, mon réflexe ce serait de dire, ben, je vais vous mettre en relation avec cette personne qui est vraiment compétente et qui a cette double capacité de vous accompagner vers un accord. Mais Sophie, si tu veux compléter, Non, d'accord. non, mais simplement qu'effectivement, même si une procédure part au contentieux, il est toujours temps de se mettre d'accord. Oui, on peut toujours convertir une procédure. S'il y a un message, c'est vraiment ça. Même s'il y a une procédure, elle peut être convertie avec de l'accompagnement, de l'écoute, on identifie les problématiques. Quelquefois, les couples ne sont pas si éloignés que ça. C'est ça qui manque aujourd'hui par certains confrères sans juger. Et si vous voulez, on est vraiment très mobilisés pour faire l'accompagnement de qualité, pour éviter ces dérapages. Voilà. Mais bon. On a commencé à dépasser l'heure, donc on va bientôt clôturer. Je vais juste prendre encore une ou deux questions que je trouve d'ordre assez général. Euh, alors, combien de temps prend en moyenne un divorce à l'amiable? Ah, si c'est un vrai divorce à l'amiable, très rapide, moins de 6 mois. Voilà. Et si en revanche il y a un patrimoine à partager, ça peut prendre plus de temps. S'il y a des crédits qu'il faut racheter, des biens qu'il faut attribuer à l'un ou à l'autre, il y a des délais qui ne dépendent pas de nous à ce moment-là, qui dépendent du temps que le partage soit effectué. On le note. Après, c'est vraiment les partages de biens immobiliers qui sont les facteurs de ralentissement les plus importants. Et sinon, au niveau du divorce amiable, ça peut aller très vite, hein. Oui. Très vite. Bernard, on a une question quel est l'intérêt de faire reconnaître un mariage en France quand il a été fait aux États-Unis, ainsi qu'un divorce fait aux États-Unis? Alors, je suppose que cette personne est de nationalité française. Euh, Oui, je pense. c'est un intérêt, c'est une bonne question. Tout a été fait, et le mariage et le divorce aux États-Unis. Il n'y a aucun impératif. Moi, ce que je peux répondre en tant qu'avocat, c'est que vous n'avez aucune obligation de transcrire dans votre pays de naissance. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de délai. Donc, s'il n'y a pas d'opportunité pour le faire, moi, comme ça, je ne vois pas de. Voilà. Sophie, peut-être, mais non, je ne crois pas que ça appelle plus de commentaires. Pareil, pareil. Rien d'autre à ajouter. Ouais, que la personne ne soit pas inquiète, ne soyez pas inquiet. Vous n'avez pas d'obligation ni de délai impératif. Allez, ce sera la dernière question et puis après, je laisserai les gens prendre contact en privé avec vous. Euh, je pense que, en plus, elle est revenue plusieurs fois, donc je pense que c'est bien d'en reparler. Euh, Si un des conjoints n'est pas d'accord pour divorcer, comment faire on est, alors qu'on est à l'étranger aujourd'hui, euh, comment, si ce n'est pas un amiable, nous sommes mariés en France, elle nous précise. Alors, s'il y a une procédure qui peut être lancée en France, il faut savoir que la loi à présent, la loi française, est qu'après une séparation d'un an, le juge va automatiquement prononcer un divorce. Ça s'appelle le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Donc, on ne peut plus rester marié de force et le juge prononcera un divorce. Tout à fait. Donc c'est une faculté. On le fait également. On fait une notification internationale. On lance une procédure. C'est pas complexe. C'est simplement que tout est dirigé vers la France et il reste toujours la porte ouverte pour la négociation une fois que le conjoint qui ne voulait pas y aller est obligé d'y aller. Eh bien, là, on peut être proactif et actif pour quand même convaincre cette personne que
il y a un intérêt commun à négocier. Sinon, le juge tranchera et la personne qui vous a écrit ce message ne sera jamais enfermée dans une relation qu'elle ne souhaite pas ou qu'elle ne souhaite plus. Merci à toutes les deux. Je réaffiche le site internet. Vous avez la chance d'avoir deux personnes qui vont pouvoir s'occuper de vous, puisque d'après ce que j'ai compris, c'est la loi. Il faut que chacun soit représenté par un avocat différent. Vous êtes toutes les deux avocates en France, euh, une basée à Nice et l'autre à Lyon. Vous aidez les Français à divorcer, les Français de l'étranger notamment, à divorcer à l'amiable facilement. Voilà, vous avez aussi à l'écran des contacts qui s'affichent, téléphone ou email, vous pouvez. Mais sinon, j'ai mis dans les commentaires, que ce soit sur Zoom, LinkedIn ou YouTube, j'ai mis le lien vers ce site internet que vous voyez à l'écran. Et donc là, vous pouvez remplir un tout petit formulaire et rentrer en contact directement avec nos deux expertes d'aujourd'hui. Je pense que j'ai plus qu'à vous remercier pour toutes les informations, le temps que vous nous avez accordé, et puis vous dire, j'espère à bientôt. Oui, avec grand Merci plaisir. beaucoup. Merci à tous. Bon courage parce qu'on sait que c'est une période complexe et pas facile. Mais voilà, on est là pour vous aider et même pour un entretien si vous avez simplement besoin d'avoir une réponse. Merci Romain pour votre accueil. On est très heureuse. Avec plaisir. Merci. Bonne Merci. soirée à vous, Merci bonne beaucoup, journée. Romain. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci. Et au Au revoir à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.